Petit 2, impact négatif de la population sur le développement économique. La population américaine est confrontée à plusieurs problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent être un obstacle au développement économique, à l'image même économique du pays. Le premier problème, c'est la très grande mobilité interne. Si cette mobilité peut favoriser le dynamisme de l'économie, elle peut être aussi un problème dans la mesure où cette mobilité crée des zones où le solde migratoire est positif. C'est par exemple les zones de la côte ouest, les zones de la Sunbelt. La côte ouest, comme son nom l'indique, c'est les bordures de l'océan Pacifique. La Sunbelt, c'est au sud, à la frontière avec le Mexique. À l'opposé, ça crée des zones au solde migratoire négatif. Donc, ce sont des zones qui sont abandonnées au profit des zones attrayantes comme la Sunbelt et la côte ouest. Ces zones au solde migratoire négatif, c'est par exemple le nord-est, où les unités industrielles sont en déclin et les gens, par manque de travail, migrent par exemple vers la Sunbelt, où il y a des entreprises, de nouvelles entreprises à haute technicité qui attirent vraiment parce que ce sont des potentiels créateurs d'emplois. Il y a aussi le nord-ouest. Le nord-ouest, à cause de son enclavement, nous avons parlé des rocheuses qui constituent un handicap parce que à cause de l'inaccessibilité. Autre problème, c'est la pression de l'immigration. Elle est forte, cette pression, et cela a engendré des contingentements. Surtout pendant la première période du gouvernement Trump en 2018, il y a eu une réduction drastique du nombre d'entrées aux États-Unis. Je pense qu'on est passé de 500 000 à 300 000 migrants par an, ce qui est beaucoup. Et actuellement encore, on voit que le gouvernement est en train de s'atteler à une expulsion massive des immigrés, surtout ceux qui ne sont pas en règle avec l'administration. Bon, ce sont des promesses de campagne électorale. Bon, nous pensons que, à la longue, il va modérer son ardeur parce que ça peut porter un coup aussi à l'économie dans la mesure où cette immigration constitue une main-d'œuvre nombreuse et moins chère pour l'économie du pays. Et nous avons également des inégalités sociales qui sont importantes aux États-Unis d'Amérique. Il y a des contrastes socio-culturels entre les Blancs et les peuples de couleur. J'entends par peuples de couleur les Noirs et les Asiatiques. Ce sont les plus nombreux. Les taux de natalité chez les uns et chez les autres font d'eux des populations en nombre important. Et comme il y a des contrastes, cela fait qu'il y a des tensions entre les deux catégories, entre les Blancs et ces catégories-là. Ça entraîne la violence, ça entraîne la délinquance, etc. Nous avons aussi des difficultés d'intégration des migrants. Bon, l'un entraîne l'autre. Ce sont les difficultés d'intégration qui amènent aussi la violence, la délinquance. Donc, on peut parler aussi de criminalité élevée. Bon, c'est l'antichambre. Quand on est au chômage, on peut se livrer à des actes comme la criminalité. Et il faut dire qu'aux États-Unis, le port d'armes, l'autorisation du port d'armes ne facilite pas les choses. Donc cela entraîne beaucoup de problèmes, des pertes en vie humaine pour un rien. Chacun utilise son arme. Donc ce sont des gros problèmes pour l'administration. Et on peut ajouter le fait aussi que le trafic de drogue est développé, surtout dans les ghettos, les zones où sont entassés les plus pauvres, les Asiatiques par exemple, et puis à la frontière avec le Mexique. Donc autant de problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent vraiment
nuire au développement économique des États-Unis d'Amérique. Voilà. Au niveau des inégalités sociales, je reviens pour dire que les États-Unis sont présentés comme le pays du melting pot, d'où chacun a sa place. Ces inégalités sociales n'ont pas leur sens. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut montrer comme importance de la population sur le développement économique des États-Unis d'Amérique. C'est vrai, c'est un atout, mais c'est aussi une contrainte pour le développement de ce pays. Donc, après l'analyse des atouts et des contraintes du milieu naturel sur le développement, en grand 1, en grand 2, l'importance de la population des États-Unis dans le développement économique, nous passons maintenant au grand 3, le système économique des États-Unis d'Amérique, les forces et les faiblesses. Analyse des forces et des faiblesses du système économique des États-Unis d'Amérique. Étude 1, les forces dans l'agriculture. Bon, on peut rappeler que le système économique des États-Unis, c'est le système capitaliste qui prône la libre entreprise, la libre concurrence. Et donc, ce système a permis à l'agriculture de se développer, eu égard à l'importance des productions agricoles. Les États-Unis produisent du maïs, du soja, du blé, du coton. Et les États-Unis sont deuxième en matière de production de maïs, deuxième en matière de production de soja, et le marché mondial est envahi par les produits américains, les céréales américaines. Et ces céréales-là, je le rappelle, lorsque nous avons parlé de la fertilité des sols américains, nous avons dit que le grenier des États-Unis en matière de céréales se localise dans les Grandes Plaines. Donc, c'est les productions des Grandes Plaines qui permettent aux États-Unis d'inonder le marché mondial en céréales. Il y a également le fait que les prix des céréales, puisqu'ils dominent le marché mondial en céréales, donc les prix des céréales sont fixés à la bourse de Chicago. Troisièmement, il y a le fait que il y a le complexe agro-industriel, c'est-à-dire que les fermiers américains sont accompagnés sur toute la ligne, depuis les cultures jusqu'à la commercialisation. Donc, ils sont accompagnés par des grandes firmes, par des banques, ils sont accompagnés par les industries de production d'engrais, des industries de production de matériel, et donc par des industries de transformation. Et donc, cet accompagnement leur permet d'avoir de grandes productions, de bonnes productions et des productions qui peuvent avoir donc des preneurs sur le marché, avoir des produits concurrentiels sur le marché mondial. Donc après l'explication, donc l'analyse des forces dans l'agriculture, nous allons passer au petit 2, l'analyse des forces dans l'industrie. Petit 2, les forces dans l'industrie. Les forces dans l'industrie se traduisent d'abord par la très grande capacité d'innovation des industries américaines, parce que les États-Unis injectent environ 3% de leur budget dans la recherche-développement. Donc cette recherche-développement offre des produits de qualité compétitifs sur le marché international. Nous pouvons également dire que les entreprises industrielles ont des filiales dans le monde. Les filiales, ce sont des représentations.
Et c'est le système capitaliste qui permet cela. Donc il y a des grands conglomérats, des grandes sociétés industrielles qui se font représenter partout dans le monde entier. Et donc cela contribue à perpétuer l'image des États-Unis dans le monde. Nous avons comme exemple de grandes entreprises dans le domaine agroalimentaire. Nous avons Coca-Cola, nous avons McDonald's. Dans le domaine électrique, nous avons General Electric, etc. On peut citer aussi des entreprises comme Google dans le domaine de l'informatique, Apple, Microsoft, etc. La production industrielle est diversifiée et les industries américaines se placent parmi les premières du monde. Voilà. Donc, parmi les premières du monde, si nous prenons le domaine de l'informatique et Internet, on peut citer les entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Hewlett-Packard, etc. Après l'analyse du système économique dans l'industrie, nous passons au petit 3. Les forces dans le secteur tertiaire. Donc, petit 3, les forces du système économique dans le secteur tertiaire. Dans le secteur tertiaire, nous pouvons mentionner, bien que le système soit capitaliste, donc la liberté d'entreprendre, lorsqu'il y a des problèmes, l'État intervient, l'État fédéral intervient pour réguler, afin de permettre toujours aux États-Unis d'avoir la bonne position sur le plan international. Donc l'État fédéral intervient pour réguler les marchés et en cas de besoin même faire un apport financier. Nous l'avons vu dans les situations de crise. En 2008, tout récemment, il y a eu une injection financière et plus anciennement la crise de 2029 qui a d'ailleurs montré les faiblesses du système capitaliste, mais l'État a trouvé qu'on pouvait modeler ces systèmes par l'intervention de l'État fédéral. Deuxièmement, il faut mentionner que les États-Unis sont une puissance financière et commerciale. Et c'est le système qui a permis cela. Parce que le secteur tertiaire assure 70% du PIB du pays. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites par an, par le pays. Et le secteur tertiaire emploie 75% de la population active, ce qui montre que le secteur tertiaire est un secteur très dynamique. Et donc, on peut dire aussi que les bourses de valeur, qui sont des sociétés financières qui font partie donc du secteur tertiaire, les bourses de valeur des États-Unis sont dynamiques et parmi les premières du monde. Il y a deux bourses de valeur. Nous avons le New York System Exchange, et nous avons le Nasdaq. Je vais lire parce que c'est compliqué. Le Nasdaq, c'est le National Association of Security Dealers Automated Quotation. Voilà. Le NYSE là, c'est la bourse de Wall Street. Et cette bourse-là se trouve à Manhattan. Donc, c'est dans des localisations différentes. C'est toutes des bourses de valeur américaines. Elles sont les deux premières. La première, c'est NYSE et la deuxième, c'est Nasdaq. Donc, voilà comment on peut montrer que le système économique américain est performant dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, puis
dans le domaine du secteur tertiaire. Nous passons maintenant à l'analyse des faiblesses, avec successivement les faiblesses dans l'agriculture, les faiblesses dans l'industrie et les faiblesses dans le secteur tertiaire.